Oui, bonjour à tous et puis merci de votre présence pour cette dernière table ronde de la journée où on va traiter de l'open insurance et d'arriver en fait un petit peu à définir ce qu'est l'open insurance, où est-ce qu'elle en est et ce que ça peut apporter au secteur de l'assurance. Donc si on s'est mis au moins d'accord sur une base de définition ce qui n'était pas simple, le fait que finalement l'open insurance c'est une ouverture des données à différents acteurs du secteur de l'assurance et que c'est quelque chose qui est hérité aujourd'hui de l'open banking, même si pour l'open insurance, on n'a pas encore cette contrainte réglementaire d'ouverture des données, mais on pressent qu'on va y arriver et on est moins à marche forcée que l'open banking, mais ça ne devrait pas tarder et c'est pour ça qu'on va en discuter aujourd'hui pour essayer de voir quels vont être finalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de maturité d'open insurance et qu'est-ce que va être l'avenir de l'open insurance. Donc pour ça, j'ai 5 intervenants à côté de moi, donc je vais vous laisser vous présenter. Arnaud, je te laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Arnaud Fournier, je suis cofondateur de l'IA Protect. Qu'est-ce qu'on fait chez l'IA? En fait, on est né, j'étais anciennement DSI du groupe April, qui est un grossiste, et on est né du constat que effectivement les courtiers étaient assez peu équipés eux-mêmes pour effectivement se connecter, que ce soit aux courtiers et aux grossistes, et étaient dépendants des systèmes d'information des compagnies. Et donc, on a mis en place une plateforme qui se connecte aux différents acteurs avec qui ils travaillent pour vraiment digitaliser la relation entre leurs clients et eux, que ce soit sur la souscription et puis la vie du contrat. Donc ça, aujourd'hui, c'est 15% de notre business, parce qu'en fait, on a été très vite freiné par le fait que, justement, il n'y avait pas beaucoup d'API. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle du RPA, donc des robots qui vont faire à la place du courtier pour se connecter au SI des assureurs. Mais c'est très vite limité, puisqu'on ne peut pas faire décemment de la souscription avec des robots dans notre monde. Et donc, du coup, on a proposé nos services pour un certain nombre d'assureurs de mutuelles pour les aider à se digitaliser, les aider justement à ouvrir leur parcours avec la mise en place d'API, la mise en place de plateformes pour accélérer ce mouvement. Voilà. Laurent, je te laisse te présenter. Oui, donc, bonjour, moi c'est Laurent Dubois, je suis CTO de Moonshot Insurance. Moonshot Insurance, nous sommes l'assurtech du groupe Société Générale Assurance. Nous avons vocation à proposer des solutions d'assurance contextuelle à destination principalement des e-commerçants, des services de mobilité financiers et aussi tous les acteurs de la distribution digitale qui vendent des produits qui peuvent avoir des besoins de protection. Et donc, du coup, on va essayer de proposer vis-à-vis des clients finaux, de nos assurés, des parcours aussi simples que possible au niveau de la souscription. Et donc, du coup, via la possibilité de souscrire à nos services sous la forme d'API. Et on va les gérer jusqu'à la fin du sinistre, de la vie de l'assurance. On est capable de proposer à destination de nos assurés des parcours aussi faciles, digitaux et une indemnisation aussi rapide que possible via l'intégration de nouveaux partenaires, d'où l'intérêt de toutes les problématiques de type Open Insurance. Bonjour, je suis James Osborne de la société Advise. On est spécialiste d'assurance affinitaire. L'assurance affinitaire, c'est un concept assez large, mais on est spécialisé surtout dans l'assurance de produits et objets de valeur. Surtout on fait de l'assurance téléphone portable pour commencer, mais tous les objets un peu blancs, bruns et gris comme on dit, donc électroménager, téléviseur, etc. On a la particularité d'avoir créé un produit en marque propre, ce qui est assez rare dans notre secteur. Normalement c'est de la marque blanche qui s'appelle Parachute. Donc c'est un produit qu'on vend en EU en magasin, donc en B2B2C, EU en direct sur des plateformes web qu'on a développées en interne. Et puis voilà, donc on développe ce produit en France, dans les Antilles et en Italie depuis peu. Voilà. Bonjour à tous, alors moi c'est Omar Benjeloun, je suis le responsable des produits d'assurance chez Lovis. Alors Lovis c'est quoi? C'est une insurtech qui permet de proposer des produits d'assurance sur mesure, donc pour toutes les nouvelles générations, avec un parcours pensé 100% pour ses utilisateurs, avec une souscription simple et vraiment penser à les accompagner dans la vie de tous les jours avec des produits comme de l'assurance habitation, auto, smartphone et même assurer leurs animaux de compagnie.
C'est bon. Ah oui, si ça marche. Ok, d'accord. Donc moi, je suis Michael Benassen. Je suis un data scientist qu'on n'appelait pas avant l'heure. Je suis CTO et cofondateur d'Assurely. J'étais anciennement à Société Générale Insurance. Donc j'ai vu la genèse de Moonshot. Et puis on bosse aussi avec Lovis. On est spécialisé dans l'assurance emprunteur de manière globale, IMO, pro et bientôt étudiant. Ça c'est pour la pub. Je suis là, donc je le fais. Donc on est acteur sur toute la chaîne de valeur, full stack totalement. Alors l'open insurance oui, mais on travaille avec des acteurs comme Lovis et d'autres en B2C. On est aussi en B2B, on est B2C et on est B2B2C puisqu'on a même inventé notre propre canal de distribution qui s'appelle Assurely Connect. Et donc l'open insurance obligatoire chez nous puisque même entre nos propres produits on est obligé de faire des interconnexions quasiment open. Donc voilà, à toi je te laisse. Très bien, donc merci pour la présentation. Disons que le premier point, c'est vrai qu'on n'a pas eu du mal, mais en tous les cas, chacun a un avis, une vision sur Open Insurance qui est, alors si ce n'est différente, mais en tous les cas, vous voyez un niveau de maturité qui peut être différent selon effectivement les acteurs et ce que tu disais, Michael, hein, en fait, il y a vous êtes obligés, vous, d'autres acteurs beaucoup moins. Et aujourd'hui, on est sur... Laurent, tu voulais parler du côté l'API qui va permettre, en fait, qui oblige et que tous les acteurs n'ont pas le même niveau, finalement, d'ouverture via leur API, qu'on soit un grand compte ou une start-up ou une insurtech. Oui, on a eu comme tu disais, on a eu beaucoup de mal à se mettre d'accord sur un vrai mot, sur une vraie définition sur l'open insurance. Pour moi, l'open insurance, c'est avant tout la naissance d'un écosystème, donc avec l'ouverture, si possible, des données. Je pense qu'on n'y est pas encore. Avant ça, je pense qu'il y a effectivement la possibilité d'accéder à tout type de service par API. Donc, je pense que le mot API est maintenant un petit peu limite galvaudé, on va dire que tout le monde en parle, mais c'est ça le fondement, être capable d'échanger, interagir. Et si on a parlé Open Insurance, ce qu'il faut voir un petit peu comme la continuation avec l'Open Banking. De mon point de vue, ce qui est assez net, c'est qu'on a plutôt tendance à voir les assureurs ou le monde de l'assurance un petit peu en arrière après le monde de la banque. Et je dirais qu'on a encore un petit peu de retard au niveau de l'Open Insurance, parce qu'on n'a pas encore été poussé, en tout cas les acteurs, je veux dire l'écosystème est net et riche, on a plein d'acteurs qui sont là, des agrégateurs qui font un gros travail pour arriver à harmoniser la vision qu'on peut avoir de tous les services et toutes les assurances qu'on peut acheter sur le marché. On n'a pas encore on arrive à une forme de standardisation via ces agrégations, mais on n'a pas encore le niveau ultime qui est ce qu'on a réussi à apporter dans l'open banking avec les DSP2, DSP3, une forme de standardisation des appels qu'on peut avoir pour tout ce qui est accès aux données et accès aux services. James, tu voulais, qui connaît plutôt bien le contexte anglo-saxon, tu disais qu'effectivement, chez les anglo-saxons, finalement, l'open banking qui n'est pas encore contraint comme en Europe par du réglementaire est peut-être moins avancé, mais en revanche, l'open insurance, elle, est plus avancée que dans le contexte européen. Ouais, alors avant de participer à cet événement, hein, j'ai dû faire un peu de devoir quand même parce que c'est un concept qui est assez large et non défini et tout contrairement à l'open banking hein, en l'occurrence. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même un concept qui, je pense, existe depuis un certain temps. Hein. On en parlait lors d'un appel préparatoire. L'ouverture de l'assurance, le partage des informations des assureurs, c'est un concept qu'on a vécu finalement malgré mon jeune âge en 2005. On a lancé des assurances emprunteurs justement à l'époque et on commençait à avoir des API de tarification en fait, qui commençaient à émerger. C'était une tendance nouvelle, mais finalement, il y avait, déjà à cette époque-là, il n'y avait pas de standardisation dans la manière de communiquer sur les tarifications. Je crois qu'on appelait ça XML à l'époque. Je ne suis pas un spécialiste, hein, je ne suis pas un CTO, donc je ne m'aventure pas sur ce terrain-là. Mais finalement, en faisant de la recherche, on voit bien que c'est la capacité à ouvrir ces données. Et donc, en regardant en ligne, je regardais un peu l'IOPA, je crois que c'est ça, hein, l'autorité européenne des assureurs, qui fait des consultations là, depuis 2021 sur le sujet.
Même eux, ils sont hésitants à dire c'est quoi le concept de partage d'informations. Parce que quand on regarde l'open banking, on parle surtout de partager les informations d'un client, donc des données que lui appartiennent en fait, quelque part. Ces informations de police, ces informations de tarification, d'objets assurés, etc., de valeurs assurées et autres. Et il se pose cette question justement de savoir si on va suivre le terrain de l'open banking qui, elle, consiste à partager les informations des deniers, des fonds qu'on a placés chez telle ou telle banque, de donner accès à ces informations bancaires. Et moi, j'ai une petite opinion, je me dis que ça n'arrivera pas, mais bon, si ça arrive, tant mieux. Mais à la base, moi, en comprenant ce sujet d'open insurance, c'est vraiment là-dessus que je partais. C'était vraiment de se dire, moi, en tant que consommateur, je peux partager mes informations et je les partage avec qui je souhaite. Bon, j'espère vraiment que ça va être le cas. Je pense qu'ils disent que c'est en 2024-2025 qu'il va y avoir une orientation définitive. Mais toujours est-il, l'open insurance, comme je disais tout à l'heure, ça existe depuis 2005. Et de plus en plus, donc à travers la tarification, à travers les outils de souscription, à travers des informations de sinistres, ça consiste surtout avant tout à partager des informations entre assureurs dans un écosystème avec des fournisseurs, avec des tiers de confiance, etc. Et finalement, on se rend compte que le marché est en train de se structurer d'une certaine manière, parce que c'est l'avenir, évidemment. Les Amazon, ces acteurs du web arrivent à marche forcée sur ce marché. Donc les assureurs doivent réagir. Soit l'assureur, il est quelque part dans une démarche de plateformisation, il vend ses propres produits, et donc il cherche à s'intégrer pour saturer davantage son portefeuille, un client. Donc je propose de l'assurance auto, je sais pas, j'ai des partenaires même, rien à voir avec l'assurance, qui vont donner du cashback, des avantages, des choses comme ça. Soit l'assureur s'intègre dans l'écosystème de quelqu'un d'autre, donc je vais mettre mes produits à disposition sur des plateformes, je crois que c'est d'ailleurs peut-être votre cas, et en dernier lieu, l'assureur peut apporter des solutions, un accompagnement peut-être sur la conformité, peut-être sur différents services, même techniques, qui serait capable de proposer. Et il peut même faire les trois, c'est cumulatif d'une certaine manière. Et je pense que c'est en train de se structurer comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai pu comprendre à travers la lecture de différentes informations que j'ai trouvées. Voilà. Oui, et pour toi, Michael, ce que James disait, c'est que c'est quand même centré sur le partage des données des clients et que ça doit être normalement une transformation de l'assureur et aussi un bénéfice pour le client. Ouais, c'est surtout ça, parce que j'imagine qu'on connaît un peu tout ce que c'est que l'open banking. Quand l'open banking est arrivé, il y en a beaucoup qui se sont dit « Oh, la galère, ça va être de la réglementation, etc. » Et quelques années après, on se dit « Mais en fait, c'est superbe, parce que ça a créé une pléthore de services autour de l'open banking, y compris pour les acteurs de la banque qui, au début, se disaient « Freiner des cas de fer. » Je pense que l'impact, il va forcément être positif, puisqu'on a eu l'open banking qui a ouvert la voie. Et donc, l'open insurance, je pense que ça va être plus simple parce qu'en fait, on est en train de se dire, mais attends, qu'est-ce qu'on a pu ? On a pu créer énormément de choses avec l'open banking, avec des SP2, des SP3, alors qu'au début, c'était, on va ouvrir le système, ils vont nous scraper, on va perdre des clients. Pas du tout, c'est complètement l'inverse qui s'est créé. Il y a énormément de sociétés de services qui sont mis autour. Donc moi, je pense impact hyper positif et je pense que ça va aller un peu plus vite et que je pense que les gens ont déjà l'idée du superbe impact de l'open banking. Donc Open Insurance, ça va aller plus vite, je pense. Très bien. Donc pour accélérer justement ce mouvement de l'Open Insurance, on sait très bien que ça va passer par les nouvelles technologies et aujourd'hui, on a les API, je pense que c'est quand même relativement central en tous les cas pour débuter ce mouvement d'Open Insurance. Laurent, Arnaud, pardon, tu voulais nous parler justement de ça en tant qu'ancien DSI, tu t'y connais particulièrement. Oui, c'est l'urbanisation des systèmes d'information, parce que je dirais que ce qui va changer de toute façon, c'est au bout du bout, c'est l'expérience client. C'est l'expérience client qui fait que les acteurs bougent. Quand on regarde aujourd'hui comment on souscrit une collective et comment certains acteurs qui ont verticalisé totalement et donc qui sont partis d'un SI tout neuf, l'expérience client fait bouger les choses. Parce qu'effectivement, quand vous êtes sur votre plateforme RH et que vous faites 3 clics et que vous pouvez déployer et envoyer des mails à vos salariés directement en tant que DRH,
versus avoir un courtier qui vous envoie des papiers, ça met 2 mois avant de souscrire, l'expérience client fait que vous allez bouger. Et donc pour bouger, quand on n'a pas la chance de repartir de zéro et d'avoir du coup pas de contraintes de legacy et de pouvoir mettre un système d'information de A à Z, la seule solution, c'est effectivement de commencer d'urbaniser votre système d'information, comme le disait Xavier tout à l'heure, de mettre en place du coup des briques qui vont ouvrir petit à petit des API sur des verticales métiers, en y allant par étapes, pour pouvoir vous connecter à l'ensemble des acteurs qui vont arriver. Il y a des acteurs, aujourd'hui c'est une tendance de fond, par exemple sur les plateformes RH, où on a des acteurs mondiaux qui ont levé entre 400 et 700 millions d'euros qui arrivent sur le marché. On a des acteurs comme Payfit en France qui sont déjà présents, mais il y a des lames de fond beaucoup plus importantes qui arrivent des États-Unis, qui vont équiper les entreprises de systèmes RH tout intégrés, et pour moi qui posent énormément de questions aux acteurs qui font de la protection sociale au sens large pour l'entreprise, parce que l'expérience client va faire que en quelques clics, on va être capable de déployer de la complémentaire santé, de la prévoyance, du PERO, etc. Et que si les acteurs ne sont pas prêts à se connecter à ce type de plateforme, il peut y avoir des vraies ruptures qui arrivent assez vite. En dehors des API, l'IA c'est vraiment incontournable dans ce process d'open insurance. James, tu voulais nous en parler un petit peu justement sur cette intégration de l'IA, enfin, comme techno incontournable en fait. Ouais, alors nous, sur notre secteur d'activité, en tout cas les assurances affinitaires, on voit vraiment l'IA émerger. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des produits plutôt simples. On assure des objets, on n'est pas, enfin l'usage il est assez, on n'assure pas l'usage en tant que tel, on assure la destruction potentielle du produit parce qu'on est sur les pertes pécuniaires. Donc concrètement déjà sur la partie sinistre, l'IA clairement peut décider en lieu et place d'un agent en fait l'acceptation ou pas du sinistre. Hein, c'est blanc ou c'est noir, hein, c'est rarement gris. Et si c'est gris, c'est geste commercial. Donc voilà. Et qu'on traite en niveau 2, pas en niveau 1. Donc très concrètement, c'est en train de vraiment se déployer à fond là en ce moment, déjà. Sur la partie adhésion, c'est un peu plus complexe parce qu'évidemment, c'est vraiment la capacité à agréger de plus en plus de données, que ce soit sur l'usage justement de l'utilisateur. On a un exemple concret, nous, en ce moment, sur les trottinettes. On travaille avec Xiaomi. Aujourd'hui, on peut collecter des données de l'utilisateur, on peut savoir ce qu'il consomme en fait entre guillemets, hein, parce que les apps aujourd'hui pour utiliser une trottinette, en gros, il faut être connecté à l'app. L'app connecte les données pour la circulation, pour l'usage en fait qu'on fait de l'utilisateur. Mais in fine, nous sur nos produits, le Pay as you go, c'est pas vraiment adapté parce que c'est vraiment très loin des bases de la mutualisation de ce type de produit. Donc l'IA peut servir à traiter ces informations, mais encore faut-il qu'on souhaite y aller. Après, il y a d'autres éléments type, là pour le coup, l'open source, hein, ce qu'on dit, l'accès à des données publiques qui permettent d'agréger des informations sur les assurés en tant que tels. On a différents types de réseaux sociaux, des informations qui peuvent être collectées sur les réseaux sociaux par d'autres biais. Est-ce qu'on va commencer à agréger ce type d'informations pour assurer l'utilisateur ? Très certainement. On le voit, nous, dans notre secteur, on a une assurance cyber qui commence à émerger, qui est une assurance, tout du moins, usurpation d'identité, en fait, la fraude à l'identité. C'est un vrai risque aujourd'hui qui est en train de se développer, sur lequel l'IA est positionnée en amont, parce qu'on arrive à frauder l'identité de quelqu'un grâce à l'IA, des deepfakes et autres, aussi bien qu'en aval, parce que justement, on va pouvoir traquer la fuite de données de l'utilisateur. Et toutes ces informations-là, il faut les traiter, parce que justement, c'est très vaste, hein, les données auxquelles on peut accéder. Et il n'y a que l'IA, finalement, qui peut nous permettre de traiter ces informations. Très bien. Michael, toi, tu voulais un petit peu aussi aborder une techno qui elle va être difficilement peut-être intégrable encore. Ouais, on mais va me prendre pour des fous, je sais que vous me prenez tous pour des fous. C'est pas grave. Un fou tech. Non, mais t'as raison, hein, mais je pense que la meilleure techno, la plus ouverte de toutes pour faire de l'open insurance, c'est la blockchain. C'est bon, je ne me prends pas des choses. Ok. Bon, c'est trop coûteux, c'est trop complexe pour le moment, donc je pense que on verra plus tard. On a essayé de se lancer avec ça au début avec Assurely, mais on nous a dit oh là là, trop complexe. Revenez à une techno un peu plus standard, API et tout. Non, il y a une chose que je voulais absolument
dire, enfin, souvent quand on parle des technos, on se dit ah mais tu vas remplacer l'humain, l'IA va me remplacer, l'open banking, l'open insurance, et c'est bon, je ne vais plus avoir de désintermédiation d'acteurs, c'est ce qu'on avait dit. Et en fait, pas du tout. Moi, je pense que c'est complètement l'inverse. C'est enlever tout ce qui est du temps machine fait par les humains, au contraire, pour se recentrer sur l'humain. Je sais que ça paraît peut-être un peu enfin, j'ai plus de cheveux, mais tiré par les cheveux, mais le fait qu'une machine fasse mieux, exactement comme ce que tu dis, elle fait certaines actions, elle le fait mieux que nous. Donc, c'est pas pour ça que les gens, on va forcément les mettre dehors ou tout ça. Non, au contraire, c'est qu'on va recentrer sur l'humain, et au contraire, c'est une relation plus humaine qu'on aura avec ce genre de techno. Bon, après, on peut pas tous être d'accord, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on voit actuellement, tout ce qu'on automatise, tout ce qu'on open. Bah, le CS, au final, il a plus de temps pour discuter des vrais problèmes des gens, quoi. Très bien. Donc la techno, oui, mais qui va servir en fait de recentrer le rôle de l'assureur sur de l'humain et vraiment avoir une valeur ajoutée dans la prise en charge. Alors, en dehors de la techno, pour que l'open insurance en fait, puisse vraiment prendre sa place et se développer, il va y avoir quand même des questions. Et là, chez les assureurs et les grands assureurs, c'est un vrai enjeu sur tout ce qui est conformité. Donc je sais que Arnaud, tu connais bien le sujet, vu que tu es passé par un grand groupe. Oui, bon, on le vit tous les jours. C'est vrai, ce qui est complexe aujourd'hui, parce que contrairement à ce qu'on montrait tout à l'heure, on ne vend pas des vêtements, donc on ne vend pas des articles one shot, et que nos process de souscription sont complexes. Et on manipule de la conformité, on manipule du juridique, on manipule de l'IT. Et donc, pour moi, un des freins aujourd'hui, il n'est pas technologique, il est organisationnel. C'est-à-dire que nous, on passe notre temps à faire des réunions et des comités quand on se connecte à des grands acteurs, avec la direction de la conformité, la direction de la juridique, la direction de l'IT, etc., etc. Et c'est la faute de l'organisation, entre guillemets, et c'est nécessaire tel que les organisations sont constituées aujourd'hui. Mais c'est un vrai frein, c'est-à-dire que tout ça pour ça, entre guillemets, et ça, il faut bien l'avoir en tête, parce qu'il y a tous ces acteurs qui n'ont pas ces problématiques, ni de legacy, ni d'organisation, peuvent aller beaucoup plus vite, et alors qu'ils ont moins de moyens. Et voilà, donc oui, il y a beaucoup de conformité, mais ce n'est pas parce que vous êtes petit acteur que vous n'êtes pas obligatoirement, ou start-up, une surtech, que vous n'êtes pas obligatoirement non conforme. Vous n'avez pas le même niveau d'exigence peut-être, mais en tout cas, vous pouvez faire des choses de conforme. Et c'est surtout, donc c'est pour moi le gros enjeu là-dessus, le message, c'est quand on est dans ces grandes maisons assureurs mutuelles et qu'on travaille avec des nouveaux acteurs, des insurtech ou même des distributeurs et pour se connecter en API, je pense qu'on doit réinventer un modèle organisationnel pour aller plus vite. Aujourd'hui, quand vous êtes e-commerçant, que vous voulez distribuer sur Amazon, vous ne faites pas un projet avec les équipes d'Amazon. Il y a tout qui a été documenté, il y a un portail qui vous explique les étapes, et tout se fait de manière assez fluide, et ça doit être ultra conforme parce que vous avez des tests de sécurité, vous avez des tests, etc. etc. Et donc du coup, ça, je pense que c'est une vraie culture à changer quand on veut faire de l'API, parce qu'on ne peut pas gérer nos projets informatique comme on le gérait avant, quand on fait de l'open assurance et quand on s'ouvre aux autres. Il faut que ça soit beaucoup plus industrialisé, beaucoup plus documenté, beaucoup plus partagé, pour que ça aille beaucoup plus vite. Et ça, c'est les DSI, entre guillemets, de ces grands groupes qui doivent vraiment se mettre dans cette démarche en disant comment j'industrialise ces projets d'automatisation sans pour autant mettre en branle, entre guillemets, toute la machinerie projet que j'ai l'habitude de faire sur mes projets internes. Oui, pour toi, Omar, sur justement les enjeux de l'open insurance et notamment la protection des données clients, qui est une vraie contrainte en termes de conformité et de sécurité, c'est que justement les innovations doivent permettre de faciliter la collecte des données et le partage des données. Effectivement, quand on se positionne un peu dans l'open insurance, et c'est aussi intéressant parce que je pars toujours du principe que l'open insurance c'est aussi un terme assez compliqué, et ça peut s'adapter peut-être différemment à typologie de métiers dans l'assurance, entre le métier du courtage, le métier de la distribution ou même le métier de la gestion de sinistre. Et moi, quand je me positionne de mon métier qui est la distribution des produits d'assurance, le nerf de la guerre, c'est la souscription. Et donc, pour pouvoir finalement
permettre aux clients d'avoir une souscription qui est plus fluide et d'avoir une qualité de définition du risque en lui-même. Si on est capable d'avoir de la donnée plus qualitative au travers de databases qui sont partagées par les assureurs, on arrive à un niveau supérieur. Mais le problème dans tout ça, c'est clairement la RGPD et donc le partage de données. Il faut aller même plus loin et obtenir le consentement de ces clients-là pour qu'on puisse obtenir ces données-là. On pense principalement au marché de l'assurance auto en France, qui est encore assez vieillissant comparé à d'autres marchés en Europe, où aujourd'hui, pour juger des antécédents des assurés, on est encore obligé de récupérer un document papier pour pouvoir justifier de ces antécédents. Alors qu'en Espagne, les assureurs sont tous interconnectés, ils font déjà de l'open insurance par rapport à la France, et donc du coup, ils ont outrepassé, ou en tout cas, ils ont trouvé un moyen d'être en conformité, mais de pouvoir partager entre eux les données assurantielles de tous les clients pour éviter, en fait, ce que disait ces éléments un peu de devoir regarder le document, de le valider, etc. Tout ça, on peut l'éliminer et se focuser principalement sur l'expérience utilisateur en l'accompagnant dans sa vie d'assuré en cas de sinistre ou en cas de question même sur ses garanties. Oui, et Michael, toi tu voulais sur le côté en fait conformité, sécurité. Ok, le DSP2 souvent c'est vécu comme une contrainte, mais c'est aussi une opportunité. Et tu voulais dire que finalement l'open insurance, le côté réglementaire ou juridique peut aussi être une opportunité pour son développement. Tu as répondu. Non, mais c'est vrai. De toute façon, je ne fais que paraphraser ce que je disais tout à l'heure. Mais oui, je pense que même les banques assureurs, nous on bosse avec des banques assureurs, des assureurs, des réassureurs. Je pense qu'ils ont tous envie. Ils ont tous envie, mais d'y aller. Et je pense qu'ils vont y aller au fur et à mesure. Évidemment, c'est un paquebot qui est un peu plus complexe que nous, qui sommes à un hors-board. Mais en même temps, ils veulent y aller. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Ça met plus de temps chez eux. Mais je pense que maintenant, vraiment, c'est vu comme une opportunité plutôt qu'une charge. Alors oui, derrière la charge, il y a du JH, etc. chez eux, il y a du Cairo. Mais l'opportunité que ça peut amener, et comme tu le dis, Amazon, eux, ils arrivent, ils sont déjà Open Insurance Ready. Donc c'est contre eux, c'est pas contre notre écosystème qu'il va falloir se battre. Très bien. De gros enjeux. Tu veux compléter, à la Omar ? limite, je pense que dès qu'il y en a un, le reste va suivre. Enfin, il faut juste qu'il y en ait un qui soit suffisamment, on va dire, innovant et qui croit au projet et qui puisse démarrer je sais pas, un Allianz, un AXA, un G2R, je dis ça juste comme ça, mais s'il y en a un qui y croit fortement, je pense que tout le monde va suivre. Nous, on y est déjà tous. Oui, mais on parle des gros. J'en parlais à l'époque, on en parlait avec Arnaud, justement, qui était CTO chez April, c'est ça, Arnaud. À l'époque, sur l'assurance emprunteur, il n'y avait qu'April qui y allait. Et en fait, ils ont forcé tout le marché à y aller en 2005-2006. Personne n'était disposé à partager leurs informations de tarification. Quand même, ils en étaient là, quoi. Donc, ouais. On y croit. On y croit. Ouais, donc on comprend bien que pour vous, l'open insurance, c'est vraiment l'avenir et que c'est une vraie promesse. Et en termes de promesse, c'est surtout finalement une promesse pour le client aussi d'arriver à faire de la réelle personnalisation. Je crois que Laurent, effectivement, tu voulais nous parler du fait que cette personnalisation aujourd'hui, elle est moyennement réelle en fait. Elle est peut-être moyennement réelle, elle existe quand même. On arrive à faire un petit peu de personnalisation. Ce qui est clair, c'est que ce qui existe déjà et qui est c'est déjà sur l'étagère, brancher un moteur de tarification. Et avoir le bon prix pour le bon client, ça existe déjà. On n'en est pas encore peut-être à arriver à proposer la bonne assurance à la bonne personne ou une assurance qui est vraiment spécifique à la personne, aux besoins de la personne, mais quelque part, plus on récolte de données sur son parcours d'achat, si on parle de vente en ligne, on a des données qui arrivent par le site distributeur, le site marchand. On est capable de faire une customisation du type de produit qu'il peut avoir. On peut faire même la suggestion de la bonne assurance qui va avec le produit qu'il est en train d'acheter. Donc cette partie-là, elle est vraiment en train de se développer. Et je pense que de ce côté-là, on est vraiment complètement open. Aller chercher, on a parlé précédemment, aller chercher d'autres données sur de l'open data pour aller compléter ou agrémenter, ou ne serait-ce que aller plus finement, faire la tarification parce qu'on arrive à mesurer le risque un peu plus finement, ça c'est un gros avantage. Et il faut bien le voir,
qui en bénéficie finalement, c'est l'assuré final. Il va avoir des couvertures qui lui sont plus adaptées et un tarif qui lui est vraiment spécifique. Et ça c'est le gros plus. Ouais. Et Omar, ce que tu disais, c'est que finalement aujourd'hui cette personnalisation, elle est uniquement basée sur du déclaratif, alors que l'open insurance pourrait complètement finalement changer ce paradigme-là. Clairement, quand on est sur une souscription en digital, par exemple, on ne compare pas forcément à un courtier physique, mais clairement du digital à 100%. On est sur du déclaratif à 100%. Le client passe par un tunnel de souscription, déclare des éléments. Et finalement, le produit qui lui est proposé, c'est un produit qui est certes adapté à ce qu'il a déclaré. Et donc, on est contraint de se dire, c'est de la donnée qualitative, mais elle est totalement déclarative. Et donc, si on est demain sur un autre niveau supérieur où on est capable dès le départ d'acquérir le consentement du client et de collecter des données qui soient vraiment sur ses antécédents, son bonus ou je sais pas, ou là où il habite, etc., on est capable de vraiment d'affiner le produit et de lui proposer des garanties les plus adaptées avec des niveaux de franchise, des capital mobilier, des choses comme ça pour aller vraiment plus loin et de se dire, là, on est vraiment sur un produit adapté à 100% et non pas un produit sur étagère qu'on prend et finalement qu'on meuble avec les éléments qu'on a pour pouvoir fitter avec ce qui a été déclaré par le client. Très bien. Michael, pour toi, finalement, pour le client, l'open insurance, c'est aussi vraiment une manière de rénover l'assurance et de donner un nouveau rôle aux assureurs. Je pense qu'on est tous d'accord, moi je suis complètement d'accord. En fait, je rajoute à ça la possibilité, je dis bien... Au début, j'avais dit la nécessité, mais j'ai changé, j'ai réfléchi, je dis la possibilité. Voilà. La possibilité de rénover l'assurance au-delà de l'assurance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je prends un exemple, Apple. Voilà, Apple, je ne sais pas si vous avez vu la dernière keynote il y a un mois et demi. Vous regardez la keynote, les 5 premières minutes, en fait, on ne comprend pas. Et à la fin, ils disent, OK, nous, Apple, on sauve des vies. What ? Et en fait, au-delà de la tech, ils ont tellement d'open data qui te disent, OK, mets une Apple Watch, je vous conseille de la regarder. C'est vraiment, pour tout le monde en assurance, c'est une claque monumentale, même niveau marketing. Et à la fin, ils te disent, tu mets une Apple Watch, je vais te sauver ta vie, parce que je vais analyser tout ce truc, etc. Et je prends le parallèle avec l'assurance. Au final, toute la capacité qu'on aura, ça ne va pas être seulement de faire de l'assurance, non. C'est toujours du service au client, fidéliser le client, lui apporter beaucoup plus, etc. Et pas seulement qu'un produit d'assurance. Parce qu'un produit d'assurance... c'est quoi ? C'est un abonnement que tu payes, grosso modo, si tu n'as pas de service, je t'épique la phrase, mais c'est grosso modo un abonnement Netflix que tu payes pendant 20 ans, si je prends pour l'assurance emprunteur, puis tu as un écran noir. 20 ans, un écran noir, tu payes énormément, tu te dis c'est pas possible. Non, je pense que les clients même veulent qu'on change ça, ils veulent qu'on leur promeut du service. Très bien. Beaucoup de promesses pour l'open insurance à l'avenir. Donc, sur cette table ronde, vous êtes surtout des insurtech, donc un des enjeux pour l'open insurance, c'est que finalement ça atteigne aussi, je dirais, les acteurs plus traditionnels et institutionnels de l'assurance. Donc ça devrait normalement, en tous les cas, ça devrait passer par des collaborations. Est-ce que pour vous, finalement, quels sont les enjeux pour faciliter justement ces collaborations ? Arnaud, toi, tu as été des deux côtés et je pense que tu peux nous apporter ton expérience et ton point de vue. Oui, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Je pense que une des premières pistes, c'est de prendre en compte, en fait, de remettre l'expérience client. Je dirais pas aussi bien que Michael. Moi, je crois beaucoup que la technologie permet d'améliorer les choses et que le conseil client doit revenir au centre. Et que si on replace le client au centre et quand on travaille entre différents acteurs, c'est de mesurer les enjeux qu'il peut y avoir avec une insurtech, un petit acteur, et raisonner peut-être en début en faisant des POC, en faisant des projets à petite échelle pour après les étendre et d'adapter l'organisation d'un grand groupe à ces tests-là. Et donc, on voit, il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a énormément, mais quand on veut le mettre à l'échelle, c'est toujours compliqué, du coup, pour ces grands acteurs, d'adapter leur organisation et d'avoir des granularités d'exigences différentes en fonction de ces types de projets. Donc, je pense que ça, c'est très important. Et moi, je suis convaincu que voilà, en replaçant vraiment, encore une fois, l'expérience client au centre des enjeux, on peut y arriver parce qu'au final, tout le monde a à y gagner, quoi.
Oui, James, tu disais que quand on préparait cette table ronde, qu'il fallait finalement, souvent pour les InsurTech, pour pouvoir collaborer, c'est finalement d'avoir une certaine taille critique malgré tout, et que sinon c'était compliqué d'avoir justement ce niveau, répondre au niveau d'exigence des assureurs. Oui, d'une part, on en parle depuis tout à l'heure, il n'y a pas de standard donc, dans la collaboration. Donc, il faut avoir le temps de développer les intégrations avec les différents assureurs. Et ils ont tous un fonctionnement très différent. Nous, notre partenaire principal, c'est un mutualiste. J'espère qu'il n'y a personne ici, là. Mais en gros, non, leur système, leur SI est assez robuste, on va dire, pour être plus précis dans les termes. Il faut donc ça c'est un coût et puis c'est surtout le temps en fait parce que le projet il se passe pas en un mois. Moi je vois dans une autre verticale sur laquelle on est dans les vérifications d'informations en fait tu as pas mal de sociétés qui mettent à disposition le code pour faire l'intégration. Maintenant tu fais un copier-coller, tu peux faire une intégration. Là on est sur un projet depuis 2 ans avec un assureur pour travailler avec eux dans leur réseau de distribution. C'est pas une critique, mais il y a le SI, et puis là, maintenant, il y a la conformité RGPD et autres, où il faut vraiment montrer patte blanche pour gagner la capacité à aller travailler avec eux sur leur réseau. Alors, c'est une grosse opportunité, mais pendant ce temps-là, le temps file, et si vous n'avez pas une taille critique pour vous permettre de vraiment adresser ces projets de manière sérieuse, c'est impossible d'aller au bout. Donc c'est vraiment la conformité au sens large. De toute façon, aujourd'hui, même nous, sur l'intermédiation, on a le devoir de conseil, on a, encore une fois, on a de plus en plus de contrôles RGPD, ACPR, etc. Donc il faut vraiment avoir la capacité d'investir dans ces nouveaux besoins, on va dire, et donc il faut une taille critique, obligatoirement. Oui, alors c'est pas seulement finalement une taille aussi des acteurs qu'on a en face, parce que Michael, ce que tu voulais dire, c'est que pour les assureurs, je dis traditionnels, cette contrainte de conformité et de sécurité pose des freins sur justement les collaborations. Mais par contre, il y a d'autres acteurs qui arrivent dans le domaine de l'assurance qui, eux, sont beaucoup plus agiles et qui ressemblent dans leur manière de fonctionner plus finalement à des InsurTech. D'une manière générale, l'idée qu'il y avait derrière ça, c'était... Je pense que je vois mes amis de Gédéon qui sont là, que ce soit Lovis, Moonshot, etc. C'est souvent le plus agile qui s'adapte au moins agile. Et c'est souvent le plus petit qui s'adapte au plus gros. Le problème, c'est comme tu disais, du cash, du temps, etc. Et l'émergence des nouvelles technos fait que des nouvelles technos qui deviennent de plus en plus fortes entraînent l'émergence d'acteurs toujours plus forts. Et à un moment, je me dis que si les traditionnels, bien qu'on travaille avec eux, il n'y a aucun problème, ne prennent pas le train en marche, ces acteurs qui pourraient être très très forts, avec énormément de tech, pourraient changer le curseur. On travaillerait avec des entités qui sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus rapides. Donc voilà, tu as raison, je ne veux pas non plus. Moi, je suis ami avec tout le monde, donc je ne veux pas en dire plus. Très bien, donc on va rester très politiquement correct pour cette table ronde. Parfait. Juste pour conclure la table ronde, et là je vais laisser la parole à chacun d'entre vous pour me donner aussi votre finalement prospective pour cette Open Insurance. Qu'est-ce qu'elle va devenir pour vous dans l'avenir, et quelles sont voilà, les opportunités à saisir pour chacun d'entre vous. On commence par toi, Arnaud. Moi je suis assez confiant. Il y a déjà des choses qui se font au niveau de l'Europe, des réflexions qui sont en cours sur la normalisation. Il y a eu des SP2 sur la banque. Je pense qu'il y a des choses qui vont arriver sur l'assurance, donc qui va normer un petit peu un certain nombre d'échanges. Et puis, voilà, comme le disaient les intervenants, il y a des lames de fond qui arrivent quand même d'innovation, de changement, d'expérience client, qui font que les choses vont devoir bouger. Et du coup, obligatoirement, une adaptation des acteurs, des systèmes d'information et de l'ouverture qui est de toute façon nécessaire dans un monde qui est de plus en plus complexe, de plus en plus différent, de plus en plus voilà, avec des canaux de distribution qui sont... voilà, il y a l'IA qui arrive, on va dialoguer avec les machines par la voix dans 4-5 ans, on y est, ça arrive très vite.
Et donc du coup, quand je vois que certains acteurs n'ont pas encore juste une interface extranet pour souscrire chez eux, bon voilà, à mon avis, il va y avoir des ruptures telles que ça va de toute façon faire bouger les lignes. Laurent, tu veux prendre la parole? Ouais, bah, je vais continuer. Je pense oui, le monde est en marche. Après, on se pose la question sur qu'est-ce que c'est le futur de l'open insurance. Moi, je pense que open banking, open insurance, quelque part, c'est un peu la continuation. Après, on pourrait se poser la question est-ce que ça va être domaine spécifique vraiment? Est-ce que le banking dans l'open, il a son mot à dire? Est-ce que le insurance, il a son mot à dire? À la fin, une fois qu'on a un écosystème qui est tellement ouvert, on peut finalement dialoguer avec n'importe qui. Et je pense que ça c'est déjà plus ou moins en place. Après, qu'est-ce qu'on peut attendre? Moi, qu'est-ce que j'attends de ce monde-là? Essentiellement, beaucoup plus de rapidité chez les assureurs. Alors, qui a eu un sinistre ne pourra que aller dans mon sens. Donc, si on arrive à avoir un monde un petit peu plus connecté avec justement le besoin du client, le besoin de l'assuré, qui revient et qui est maître sur ces données et qui arrive à faire bouger les choses plus vite, je pense qu'on aura tous gagné. James, je te laisse continuer. Ouais, je suis assez d'accord. C'est l'expérience de l'utilisateur, je pense avant tout. Je pense que c'est vraiment la capacité à avoir un parcours sans friction, d'arriver à collecter un maximum d'informations en un minimum de temps. Donc, ce qu'on voit émerger là maintenant, les parcours onboarding, etc., ça me fascine, hein, parce que nous, d'ailleurs, on a eu un sujet assez récemment où on a beaucoup de bulletins d'adhésion papier chez nous, hein, qui datent de 2005, 2006. Enfin, ça prend une place énorme. C'est incroyable ce changement en fait, hein, qu'il y a eu sur 15 ans. Donc ça c'est vraiment important, et je pense à Amazon où tout est accessible en un clic maintenant, avec la capacité de collecter des informations. Nous on a désormais la possibilité de proposer plusieurs produits en un clic en fait, et c'est vraiment la saturation. On parlait de conformité et la capacité de générer davantage de ROI. Aujourd'hui, ces parcours qui sont facilités, c'est aussi la capacité pour des courtiers que nous on est en tout cas, de saturer davantage son portefeuille client et de répondre à davantage de ses besoins. Donc c'est vraiment win-win pour tout le monde, quoi. Omar? En fait, je ne peux pas être plus d'accord que toi parce que finalement, le core business de Lovis, c'est d'axer toute la réflexion autour de l'expérience utilisateur et de se dire comment moi, au travers d'un certain nombre de produits d'assurance qui me sont proposés, je peux permettre aux clients d'être le mieux, on va dire, équipé dans sa vie de tous les jours, entre son auto, son habitation, son smartphone, etc. Et plus on est capable d'aller chercher de la donnée qualitative et de la donnée pure par rapport à ses clients, et plus on est capable d'améliorer son expérience utilisateur, de rendre la chose très fluide, très, très simple pour lui, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, hein, un client aujourd'hui, quand il s'assure, il n'y a plus d'interaction avec lui. À part au moment d'avoir un sinistre, il n'y a plus tellement d'interaction. Donc c'est le seul moment. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire, au travers de cette Open Insurance, au travers de ces données qualitatives, si on est capable d'obtenir l'accord de ses clients, c'est d'améliorer le formulaire de souscription, même de le raccourcir. On dit une question, un parcours habitation ou même auto, on est sur peut-être une quinzaine, une vingtaine de questions. Si on est capable d'éviter de poser des questions en histoire de 3 clics, c'est réglé, hein. Et le client est capable de signer son contrat et c'est fini. Et donc, je pense qu'on va y arriver à un moment, mais ça va prendre du temps. Et comme je le disais tout à l'heure, il suffit simplement qu'il y en ait un seul qui croit au projet. Et je pense que ça peut aller très très vite pour tout le monde. Le meilleur pour la fin? Non, tu rigoles. Non, en fait, certains... Je serais un peu plus général, hein, même si je suis très tech, mais certains acteurs de la tech, pure tech, hein, ils attaquent tous les secteurs. Hein. Tu vois Apple qui a attaqué la banque, tu vois Amazon qui attaque l'assurance. Alors, je sais, il y a des avis. Moi, je dis juste, il y en a qui parlent d'échecs. Je pense qu'ils pensent test and learn. Hein. Donc voilà. Et c'est pas sur le plan technologique pur qu'on va leur tenir tête. Hein. Eux, ils sont déjà open banking ready, enfin open data ready total. Donc quand ils vont attaquer notre secteur, franchement, qu'on soit banque assureur, insurtech, etc., on est tous dans le même panier. Hein, c'est eux. Hein. C'est pas entre nous. Hein. Nous, on travaille entre nous. Donc, je pense que là où on pourra gagner, en tout cas, c'est pour ça que continuellement, c'est fidéliser la relation avec le client, améliorer, proposer du service, aller au-delà de simplement l'assurance. Hein. Parce que si l'assurance est seulement, tiens, tu as un scoring, une garantie, un produit,
on est mort, hein, ils sont 1000 fois meilleurs que nous. Hein. Par contre, oui, pour faire du scoring, du profiling et proposer un tarif, je sais pas vous, mais nous on tourne sur Amazon. Hein. Tout notre système il est top et il tourne sur Amazon. Quoi. Donc c'est pour ça qu'autour de ça, je pense vraiment qu'il faut se servir de cette open liberté, cette open data pour aller au-delà de l'assurance et promouvoir énormément de services pour le client. Et c'est là où on ne pourra rien faire. Quoi. Bon, bah, merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour les intervenants ? Oui. Sans être exhaustif, est-ce que, à l'issue de cet échange, on peut avoir une définition de l'open assurance? Est-ce que c'est possible? Il y a beaucoup de thèmes à l'intérieur. Je sais que c'est une question, c'est pas provocateur, mais... Pour toi, c'est nickel. On sait tous qu'est-ce que c'est. Si je tente, pour moi, c'est quand même la capacité d'interagir entre systèmes et de proposer finalement ces services à travers une interaction informatique en live qui permet toute cette fluidité qu'on a parlé et qui permet d'imaginer plein de services demain. Ce qu'on n'aime pas dans l'assurance, c'est qu'on a des données hypersensibles, quoi. Tu vois, on a des données de santé, nous on est dans l'assurance emprunteur, on a toute la vie de la personne, la santé, donc déjà le système il doit être hyper bloqué, on ne peut pas l'ouvrir, tu vois, parce que c'est pas possible, tu peux pas ouvrir des... j'ai pas envie de terminer en tôle, hein, donc voilà. Et c'est ça où il faut essayer d'avoir une... C'est pour ça que je pense qu'on a besoin quand même d'un cadre, d'une norme, parce que c'est pas, tu vois, moi je vais pas donner des données de santé pour tout. Donc il faut vraiment inventer quelque chose. Et l'open insurance, c'est ça, c'est de pouvoir, ok, je t'ouvre tes données, tu fais ce que tu veux. Il y en a qui ont trouvé la solution, hein. Des Amazon, ils ont trouvé la solution. À nous d'aller chercher au-delà et de faire plus de choses. Et ouais, on a eu la même réflexion que toi. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que ça demande énormément de travail, ça serait génial, mais c'est démentiel hein, comme travail. Clairement, il va falloir qu'on y aille, mais c'est démentiel comme travail. Après, je pense que c'est... moi, juste mon petit mot, l'assurance, c'est quand même plein de domaines qui sont très très spécifiques. Donc ça va être beaucoup plus dur à normer. Après, si on prend moi j'aime bien toujours le parallèle avec l'open banking. Si on regarde ce qui s'est passé sur l'open banking, il y a eu deux gros acteurs du marché qui ont poussé dans la direction de la légalisation. C'était les agrégateurs et les gens qui voulaient faire du paiement. Donc en France, en Allemagne. C'est eux qui ont drivé et qui ont fait que l'open banking c'est né. Maintenant, pour moi, la question, il faut se poser sur l'open insurance, qui va le faire? Je pense que les courtiers ont un vrai rôle parce qu'ils sont eux-mêmes agrégateurs, normalisateurs en termes d'offres. Est-ce qu'ils seront les seuls? Est-ce qu'ils auront le poids suffisant pour aller faire bouger les gens? Ou alors est-ce que ça va venir plutôt par les banques assureurs qui sont déjà obligés par l'open banking et qui vont du coup l'étendre sur l'assurance? Je pense que c'est là où il faut se poser la question. Qui va pousser? Et je pense qu'en tant qu'AssurTech, nous, on va prendre à nous de pousser dans le bon sens aussi. Après, si je dois complémenter, le vrai sujet, c'est que si on décide de normaliser les choses, on ne pourra pas le faire au travers des outils de ces acteurs, des grands assureurs. Donc il va falloir leur proposer une technologie à laquelle ils vont se plugger. La dette technique et le legacy qu'ils ont sur leur solution, il est tellement complexe qu'ils ne peuvent pas le faire en interne. Donc il va devoir y avoir un acteur technologique, peut-être un courtier ou peut-être une solution externe, qui va proposer une solution à ces acteurs, ces grands acteurs, qui va faciliter finalement l'open insurance. Mais ils ne le feront pas avec leurs outils, c'est pas possible, c'est trop gros. Tu as aussi des fois une volonté des clients eux-mêmes et de la masse. À un moment, quand la masse demande quelque chose, tu vois, sur les opérateurs téléphoniques, ils ont tous, ils y sont tous y allés parce qu'à un moment, c'est bon, on change d'opérateur, etc. Je pense qu'aussi, les clients vont demander de plus en plus de transparence, de trucs, de machin. On va être obligé d'y aller, quoi.
Par contre, il y a du Moi, j'ai juste vous donner 2 exemples. Nous, effectivement, on s'appuie sur des courtiers qui peuvent peser en termes de volume de business auprès d'acteurs. On travaille sur 2 sujets en ce moment. Le premier, on vient de faire la plateforme d'Endia. Endia, c'est l'association d'autorégulation qui s'est créée. Il y en a 7-8. Il y a l'ORIAS. Aujourd'hui, comment on peut... Vous êtes courtier. Ce que vous vivez aujourd'hui, quand vous voulez travailler avec 10 acteurs, il faut que vous donniez vos papiers, vous fassiez des démarches administratives auprès de l'ORIAS, auprès de votre association d'autorégulation et auprès des 10 acteurs avec qui vous voulez travailler. On vous demande exactement la même chose. Il n'y a rien qui est normé, on ne vous le demande pas pareil. Typiquement ça, nous ce qu'on essaie de faire, c'est de dire on va centraliser, il y a tous les 10 acteurs en question, les associations en question, tout le monde fait le même boulot chez eux. C'est-à-dire qu'ils emploient des juristes, des directions de conformité qui vont vérifier la même donnée exactement, mais d'une façon différente. Donc ça, typiquement, nous on se dit, on va proposer une norme, une plateforme qui va permettre à chaque acteur de se connecter, d'avoir la data en live et on la centralise. C'est juste pour vous donner un exemple très concret, de se dire s'il y avait une norme d'échange de ces documents et de la conformité d'un courtier, ça serait quand même beaucoup plus simple. Je pense que les banquiers n'étaient pas pour l'open banking. Ils y sont maintenant. Et maintenant, ils voient ça comme un moteur d'opportunité, enfin vraiment une réelle opportunité. Donc après, je pense que ça fait bouger. Enfin, on est pareil, banque, assureur, c'est des mondes très très réglementés, des énormes barrières à l'entrée. Il faut qu'il y ait un nouvel entrant qui arrive à faire bouger les choses, mais après, ils n'auront pas le choix. Et je pense que c'est ça qui va se passer. J'aurais tendance à dire aussi, on en parlait avec Arnaud, les banques, elles ont bougé parce qu'il y avait du scraping en fait. Il y avait des gens qui ont développé des scrapers pour aller collecter les données au sein des plateformes bancaires en fait. Donc ils ont dû s'adapter. Je crois qu'on parlait du nom, c'était Banking. Ou il y a des apps qui ont été développées pour aller collecter les données chez les banquiers. Donc là, il y a une vraie risque de fuite de données. Donc ils ont dû standardiser en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et je pense que les assureurs, c'est très... pareil, je ne suis pas CTO, mais je pense qu'il est assez facile, aisé quand même d'aller développer un scraper pour aller, avec le nom du client et son numéro de compte, aller collecter des informations sur un extranet assureur. Arnaud, tu le ferais ça ou pas ? Non, Michael, pardon. Ouais, nous, on le fait. C'est vrai, je vais dire 2 choses. La première, il y a des choses qui se disent en réunion, et puis il y a des choses qui sont derrière. C'est un peu comme les opérateurs téléphoniques avec quand Free est arrivé, tout le monde dit non, on va pas bosser avec Free, puis tu t'aperçois qu'Orange travaille avec Free. Enfin, je veux dire, je comprends ce qui se dit, mais tu vois, pour donner notre exemple, en DSP2 dans les banques assureurs, si tu vas sur un DSP2 banque assureur, tu as tous les produits d'assurance qui sortent. Donc déjà, les banques assureurs, ils sont déjà open banking, open insurance. Donc il y a ce qui se dit et il y a derrière ce qui se fait. Je pense qu'ils ne sont pas complètement... ils savent qu'il faut y aller. Et je suis sûr qu'ils y bossent déjà beaucoup. Pour tous ceux, les acteurs qui utilisent banking, etc., fais banking, mets ton compte, tu vas voir, tu as tes assurances qui sortent de ton banque assureur.
Là, tu dis, ah ouais, mais en fait, les banquiers sont déjà Open Insurance. Donc ouais, moi, j'y crois pas. Ils travaillent dessus à fond, chacun dans leur coin, mais restons politiques, restons soudés. Bon, on va devoir clore cette table ronde. En tous les cas, vous pouvez continuer à venir parler avec les intervenants et poser vos questions. Merci à tous, et puis bonne fin d'après-midi.